Parlons donc de combien cela va coûter. La carte mère coûte actuellement entre 200 et 220 $. Le CPU est de 365 pour le 7900X et le GPU coûte environ 300 $. La Crucial RAM coûte 105 $. Ce boîtier Cougar vous coûte 149 $ et le SSD est également à 149 $. Vient ensuite le bloc d'alimentation, les ventilateurs et l'AIO. Au total, ce PC va vous coûter 1762 $ au moment où je fais cette vidéo. Mais cela soutient également la prochaine génération et probablement la génération suivante également. Mais saviez-vous que vous pouvez avoir Intel QuickSync sur la plateforme AMD? Eh bien, c'est déroutant. C'est mon plan pour cette vidéo. Je veux obtenir Intel QuickSync sur ce PC et ça va être absolument génial. L'attribution de licence Windows est simple et bon marché avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Consultez cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Le socket AM5 est absolument étonnant car il est supporté depuis très longtemps. Et pour le processeur que nous allons utiliser pour celui-ci, c'est le Ryzen 9 7900X. Il s'agit du processeur à 12 cœurs et 24 threads et il ira au socket comme ça. J'enlève toujours le cache du processeur avant. Je n'aime pas faire du truc pop. Conservez toujours le paquet CPU et le cache du socket dans la boîte de la carte mère car vous n'oublierez jamais où il se trouve. Parce que quand tu rangeras ça, c'est là que tu les trouveras. Ensuite, la mise à niveau du processeur. À combien s'élève une mise à niveau? Quelle est l'amélioration des performances à laquelle nous pouvons nous attendre sur cette plateforme? AMD promet donc une augmentation d'environ 16 à 20% de l'IPC pour la prochaine génération de processeurs Ryzen de la série 9000. Et si nous déplaçons également ce processeur jusqu'aux 16 cœurs, nous envisageons probablement des performances d'environ 30%. Mais si nous examinons l'historique de la durée du socket AM4, nous pouvons probablement également obtenir jusqu'à 2 fois les performances de certains des futurs processeurs. Les mises à niveau du processeur semblent donc très bonnes. Maintenant, pour le SSD, j'ai quelque chose de très spécial. Voici donc le Samsung 990 EVO. Il s'agit donc du premier Gen 5 de Samsung doté d'un SSD Astérix, car c'est un peu comme un hybride. Il s'agit à la fois de Gen 4 et Gen 5. Je suis donc intéressé par la façon dont cela va fonctionner sur cette plateforme. Parce qu'il s'agit potentiellement d'une plateforme Gen 5, elle peut également faire chaud ou assez chaud. Et c'est pour cette raison que nous avons une glacière très intéressante pour cela. En fait, un refroidisseur absolument excessif pour ce SSD. Il s'agit d'un simple côté, ce qui signifie qu'il n'y a pas de copeaux en dessous. Juste tout sur le dessus, ce qui signifie qu'il peut être refroidi par le haut. Et si vous n'avez pas encore vu mon avis sur celui-ci, je vous recommande fortement de consulter celui-ci car vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un SSD de très bonne performance. En plus du prix, maintenant, parce que son prix a baissé, il a été lancé un peu plus cher et je ne pense pas que cela ait du sens. Mais maintenant, cela n'a plus de sens. Alors je vais avoir celui-là là-dedans. Et nous n'avons pas réellement besoin de ce dissipateur thermique de la carte mère car le refroidisseur que vous verrez maintenant est très différent. Donc mise à niveau SSD. Ici, nous avons 2 Teraoctets pour le système d'exploitation mais il y a 2 autres emplacements PCI Gen 4x4 en dessous. Vous pouvez donc mettre à niveau les SSD, 3 SSD au total. Maintenant, si vous mettez également à niveau la carte mère, vous pouvez en obtenir jusqu'à 4, ce qui est encore plus agréable. Et puis tous peuvent être Gen 4, puis Gen 5, l'emplacement supérieur également. Ce qui va directement au CPU et je pense que vous allez beaucoup l'apprécier. Je suis très curieux de voir si nous pouvons réellement l'utiliser sur cette version ici car il est blanc donc il va correspondre à notre thème de couleur. Pour commencer, nettoyons le processeur et le refroidisseur. Wow, c'était beaucoup. Regardez comme c'est sale.
Nous allons donc prendre de la pâte thermique. C'est largement suffisant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par ce côté-là. Nous devons utiliser les supports AMD inclus. Ensuite, je vais prendre le coussin thermique fourni avec la glacière. Je l'ai déjà utilisé lors des tests, mais il se superpose au SSD comme ça. Le SSD ne s'y branche pas réellement. Le SSD entre d'abord dans ce support inférieur. Il y a ces petites vis qui se vissent sur le côté. Il y a maintenant deux impasses. Celui que j'ai reçu de GB est celui qui est normal et que vous savez que vous installez n'importe où. Mais parce que c'est un peu plus épais et parce que c'est un peu personnalisé, vous avez besoin d'une entretoise Monsieur 2 un peu plus basse. Je vais donc installer celui-là de temps en temps, cela devrait être facile. C'est le moment et c'est parti. Très bien, et maintenant en haut, vous avez ce bloc RVB qui va au-dessus. Cela peut descendre comme ça. Cela se fixe magnétiquement et vous pouvez ensuite le faire descendre quelque part là-bas. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un câble assez court. C'est l'un des inconvénients de cette situation. Ils devront avoir une extension qui est réellement destinée au ventilateur de la glacière. Je vais donc devoir utiliser ce connecteur de 5 volts quelque part là-bas, puis l'étendre comme ça sous le GPU. Mais nous le ferons un peu plus tard. Maintenant, pour la RAM, j'utilise ce kit de mémoire Crucial Pro. Il s'agit donc des 32 Go, ce qui, pour les créateurs, pourrait être un peu plus, je pense. Mais c'est 6000 mt par seconde. C'est en fait une nouveauté de Crucial. Donc, oh regarde ça. C'est un dissipateur thermique vraiment cool. C'est délicat car la RAM que nous avons là-bas est de 6000 MHz et c'est un kit de 32 Go. Maintenant, en tant que créateur, je recommande fortement d'acquérir 64 Go et ce n'est pas beaucoup plus cher. 50, 60, 70 $ supplémentaires si vous souhaitez obtenir un kit de 64 Go. Mais pour les créateurs, je pense que c'est fortement recommandé. Si vous souhaitez mettre 4 sticks sur Ryzen, cela ne fonctionnera probablement pas aussi bien que sur Intel car l'IMC de Ryzen sur ce CPU est un peu inférieur à celui de la 14e génération d'Intel par exemple. Mais la prochaine génération est prometteuse, ce qui signifie que la mise à niveau de la RAM pour la prochaine mise à niveau du processeur pourrait également être encore plus importante. Le maximum que je conserverai sur cette plateforme est de 2 clés jusqu'à 96 Go. C'est étrange. Ils ont installé les dissipateurs thermiques dans l'autre sens, ce qui signifie que le logo Crucial, pouvez-vous voir ici, va en fait vers l'intérieur du PC et non vers l'extérieur. RAM blanche plutôt cool. D'ailleurs, tous les liens dont je parle se trouvent dans la description ci-dessous. Si vous voulez récupérer l'une de ces choses. Maintenant, je vais mettre cette carte mère de côté, parce que nous y reviendrons dans une minute. Ensuite, nous allons devoir préparer le dossier. Et pour le cas, nous avons aussi quelque chose de très intéressant. Voici donc le Cougar FV270 et il a un verre incurvé à l'avant. Il y a beaucoup de verre, ce qui rend ce boîtier très lourd. Regarde ça. Donc, si vous regardez le boîtier, il y a un flux d'air assez intéressant. Un ventilateur de 20 mm sur les côtés ici uniquement. Ensuite, vous avez un ventilateur inversé en bas ici. C'est censé projeter l'air vers le GPU et à l'intérieur ici. Et puis vous avez un échappement par le haut. Cache-poussière magnétique également que l'on peut enlever. Ensuite, vous disposez d'un support de ventilateur supplémentaire en bas, ici, sous le GPU. Et ce sont aussi des ventilateurs de 120 mm. Et le seul ventilateur de 20 mm à l'arrière également. Maintenant, ce haut, vous avez un peu d'orange par ici. Ce qui va correspondre à notre version AMD. Et ce support de refroidisseur, comme vous pouvez le voir, convient. Ventilateur de 140 mm. Deux d'entre eux, donc radiateur de 280 ou 360 mm en haut là. Il y a donc un certain support pour les disques 2,5 pouces et 3,5 pouces, je pense, ici et là. Et puis au dos de ce panneau-là. Je vais très probablement supprimer tout cela. Ces deux vis sont en fait argentées, ce qui est plutôt cool. Et le boîtier dispose également d'un support GPU inclus, comme vous pouvez le voir ici. Malheureusement, il n'est pas aussi facilement réglable que vous le souhaiteriez. D'accord, c'est mauvais. Le côté convient également à ceux de 140 mm. Les trous ne font pas 140 mm. Ils sont un peu plus gros. Ainsi, 140 mm peuvent aller sur les côtés ainsi qu'à l'arrière et en bas. Il y a donc beaucoup de soutien de la part des fans.
Voici une caractéristique étrange à propos de cette affaire. Si vous cliquez ici, vous pouvez simplement retirer cette partie. Et il y a un ventilateur et il y a juste ces épingles pogo en dessous. Et vous pouvez remplacer ce ventilateur par celui-ci. C'est essentiellement votre petit endroit où vous pouvez placer vos statues. C'est illuminé. C'est le même RGB que pour le reste. Et vous pouvez y mettre un objet et le laisser ensuite tourner là-dedans. Je pense que c'est un peu étrange, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment utiliser ça. Je ne sais pas, je pense juste que c'est un peu idiot. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Voudriez-vous mettre quelque chose comme ça là-dedans? C'est un peu étrange. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Maintenant, le support supérieur se détache grâce à deux vis, ce qui signifie que nous pouvons installer notre carte mère. D'accord. Et puis ça va aller là-bas. Voici donc nos vis de carte mère. Même si la boîte comporte un assortiment de compartiments, toutes les vis sont contenues dans un seul sac en plastique. Vous allez donc devoir les trier vous-même. En fait, nous avons également ici des ventilateurs spéciaux qui correspondent réellement à cette version, à savoir ces nouveaux ventilateurs blancs Cougar Polar 120 RGB. Et ceux-ci peuvent être connectés en série, mais je pense qu'ils devraient simplement s'enclencher si je ne me trompe pas. Alors jetez un œil à ces fans. Donc ils sont blancs. Ils viennent de Cougar. Oh, cette petite orange va aussi correspondre aux des petits accents orange là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont ici des supports à dégagement rapide et ils se clipseront simplement entre les ventilateurs. Alors jetons un coup d'œil. Nous avons nos épingles femelles puis mâles et elles devraient simplement s'enclencher comme ça. Voilà. Maintenant, ils sont cliqués et ils y transfèrent le signal du ventilateur PWM ainsi que le signal RVB. De plus, ces ventilateurs n'ont pas une épaisseur normale. Ils ont une épaisseur de 28 mm, soit 3 mm de plus que vos ventilateurs habituels. Waouh! Beaucoup de force. Et voilà. La bonne nouvelle est qu'ils sont livrés avec des vis supplémentaires pour le radiateur car celui-ci a une épaisseur différente de celle de votre ventilateur habituel de 120 mm. Ce qui signifie que vos ventilateurs normaux de l'AIO fournis avec votre AIO ne rentrent probablement pas ou ne traversent pas complètement le ventilateur, mais ils le font ici. J'ai donc ce radiateur là-bas. Et voici la pièce finale. L'embout provient en fait des broches mâles. Je vais donc les échanger de cette façon. Et je vais inverser les câbles pour qu'ils viennent de ce côté. Maintenant, ce qui est cool, c'est que vous pouvez tricher un peu maintenant avec les trous de vis, car vous n'avez pas besoin d'avoir des vis pour tout car elles collent ensemble. Mais en ce moment, ce qui m'arrive, c'est que celui du milieu tire un peu sa révérence. Je recommande donc fortement de mettre deux vis supplémentaires juste en diagonale dans celle du milieu. Vous n'avez donc pas exactement les 12 vis mais seulement 6 vis et cela va les maintenir bien serrés ensemble. Et ça va rentrer là-dedans comme ça. L'embout du ventilateur ne s'insère pas réellement entre les tubes ici. Je vais donc devoir mettre les broches mâles de ce côté pour réellement insérer l'embout. Alors défaisons ce type et refaisons-le. Donc en ce moment, je réfléchis à la quantité d'air que je veux mettre. Il y a deux autres ventilateurs sur le côté, puis deux autres que je peux également mettre en bas, sur un à l'arrière. Je pense donc que nous allons faire entrer l'air par le bas et par les côtés. Et puis tout sort par le haut et par l'arrière également. Alors dans ce cas, devriez-vous mettre à niveau ceci? Eh bien, je ne pense pas, car lorsque vous vous lancez dans cette affaire, vous souhaitez probablement le conserver pendant longtemps. Aucune mise à niveau n'est vraiment nécessaire ici. Cela s'adapte à tout. Il vous offre tout ce dont vous avez besoin et c'est un très bon prix. Il existe désormais quelques postes que le meilleur AIO peut également occuper. Je l'ai mis le plus en avant. Vous pouvez le mettre plus en arrière si vous le souhaitez, mais je commence à toucher cette petite parenthèse là-dedans. J'ai donc laissé un petit espace à l'arrière car j'ai maintenant suffisamment d'espace pour y brancher tous mes câbles d'alimentation également. En parlant de câbles d'alimentation, nous allons utiliser ce type ici. Voici donc l'alimentation Fantex Revolt 1000W Platinum. C'est en fait en collaboration avec Seasonic si vous regardez au fond ici. Propulsé par Seasonic, c'est une alimentation Seasonic. Il a une puissance nominale de plus de 80 platines, ce qui est bon.
Il prend en charge PC Gen 5 si vous en avez besoin, mais je veux de jolis câbles noirs et ceux-ci sont déjà livrés avec le kit de câbles noirs inclus. Gardez à l'esprit que vous devez l'acheter séparément. Le kit de câbles, mais ce sont de très beaux câbles. L'accès à l'alimentation est super simple. J'ai le PC allumé maintenant. Tout ce que vous avez à faire est de dévisser cette petite vis à oreille. Vous pouvez le mettre dans tous les câbles. Oh, tu veux ajouter quelque chose? Oh, tu as laissé tomber quelque chose là-bas? Eh bien, c'est facile. Et le remettre en place est aussi simple que dedans. Et puis une vis. J'aime ça. Le bloc d'alimentation ne s'insère donc pas par l'arrière mais par l'intérieur. Je vais donc faire passer le NTEC en dessous. Je n'ai jamais installé le bloc d'alimentation comme ça. Mais c'était simple. Regardez comme il est simple de brancher des éléments pour la carte mère par exemple. C'est donc l'un des câbles de la carte mère. Il entre là-dedans. L'autre. Il s'agit de l'installation d'alimentation électrique la plus simple jamais réalisée, simplement parce que tout cela est vide. J'ai vu des couvertures qui venaient de côté et faisaient ça. Mais une couverture qui se détache comme ça, c'est la meilleure option que j'ai vue. J'ai une extension à RGB pour ce câble là-dedans. Je vais donc le faire maintenant. Je vais juste brancher ça en bas là. Et celle-ci des entêtes féminines peut entrer comme ça. Ensuite, nous ferons en sorte que ce soit juste derrière le bloc d'alimentation. Et puis ce câble sera derrière le GPU. Et le reste peut simplement aller en dessous. D'accord. Le dernier élément est le GPU. Maintenant, pour cela, parce que je veux Intel QuickSync, nous allons utiliser l'Intel Arc A770. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée à cela. Je vous recommande vivement d'aller vérifier celle-là car j'expliquerai pourquoi certaines de ces cartes sont meilleures que les RTX 4090 par exemple. Vous vous demandez peut-être, oh, pourquoi n'utilisez-vous pas un GPU large pour cette version? Je pense qu'il y a quelques accents noirs dans cette version. Et je pense que cela en fera également partie. Cela va être agréable et facile à utiliser. Je pense que ce sera un bon choix. Je pense que ce sera un bon choix. Je pense que ça va être beau et noir. Maintenant, parce que ce GPU est si petit, ce support GPU SAC ne fait rien et cela semble ridicule. Alors je vais juste l'enlever. Mise à niveau du GPU ici. Il s'agit de l'Arc A770. Et pour le moment, c'est le meilleur GPU Intel que vous puissiez obtenir. Évidemment, vous pouvez y installer toutes sortes de GPU car la longueur des GPU qu'il prend en charge est très petite. Très large. Il prend en charge les GPU jusqu'à 420 mm. Et puis ce support GPU, vous pouvez réellement l'utiliser. Mais le mien est un peu petit. Je n'ai donc pas besoin d'utiliser un support GPU SAC. Mais vous pouvez mettre ici des cartes graphiques très épaisses si vous voulez du 4090, 5090, n'hésitez pas. Fondamentalement, n'importe quel GPU que vous souhaitez installer ici s'adapte et tout va bien. Je pense que c'est juste une très bonne option budgétaire et j'ai hâte de savoir ce qu'Intel va faire avec sa prochaine génération. Est-ce que ce sera le B770? Une chose que je reconnais d'emblée, c'est que ce bloc dissipateur thermique à SSD est très proche du GPU. Maintenant, le GPU ne le touche pas, mais il y a littéralement 2 ou 3 mm entre les deux. Et l'arrière du GPU devient généralement très chaud. Et je me demande si ça va commencer à faire chauffer ce bloc SSD. Il ne me reste plus qu'à gérer un peu les câbles, brancher quelques derniers éléments et nous pouvons commencer à allumer le PC. Ok, je sais que c'est un désastre, mais une chose que je dois dire à propos de l'arrière du boîtier et de la gestion des câbles, il y a en fait beaucoup de place. La profondeur entre ici est faible, comme si vous pouviez mettre beaucoup de câbles ici sans avoir à vous en soucier. J'étais vraiment un peu paresseux ici. Mais si vous regardez bien, il existe de nombreux serre-câbles où vous pouvez placer les câbles par le haut et par les côtés. Une chose qui me manque ici est le hub de ventilateur et le hub IRGB, car j'ai dû mettre beaucoup de câbles ici. J'ai donc dû acheter ces rallonges et étendre la RGB, car il y en a tellement qui viennent des ventilateurs et tout.
Mais qu'est-ce qui serait vraiment cool de faire un de ces câbles sans câble ici sur l'une de ces cartes mères où vous auriez les connecteurs de l'autre côté de la carte mère, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce serait cool. Ces câbles viennent donc d'arriver d'Amazon, et ce sont les répartiteurs à RGB de 5 volts, car nous n'avons pas assez d'ARGB sur cette carte mère. Je vais laisser les liens pour ceci dans la description ci-dessous. Mais ce sont toutes des femmes. Il y a aussi ces petits connecteurs femelles-mâles qui l'accompagnent. Vous pouvez donc simplement les insérer là-dedans afin que vous puissiez également en faire un mâle si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin, ce que je vais devoir faire. Je vais devoir insérer ceci pour les connecter. Voici donc comment cela fonctionne. Je l'ai inséré dans l'entête à RGB de la carte mère. Donc les câbles là-bas, puis je vais retirer les convertisseurs et vous allez simplement les insérer à l'intérieur. Cela fait donc le câble du mâle à la femelle. Et voilà. 1, 2 et 3. Il y avait tellement d'espace à l'arrière que je n'ai littéralement nettoyé aucun des fils. Je vais juste le laisser là-dedans. Parce que pourquoi pas, personne ne verra là-dedans et cela rend les choses plus faciles. Tout est blanc. Est-ce la voie à suivre? Ce bloc blanc là-dedans a aussi l'air plutôt cool, en fait. J'ai donc mis à jour le BIOS et configuré toutes les fenêtres à partir de 0. Nous avons donc notre processeur 7900X à 12 cœurs ici. Nous disposons de 32 Go de RAM fonctionnant à 6000 MHz. Cela semble aller assez doucement sur ce point crucial. Nous avons le Samsung 990 et vaut 2 Teraoctets comme disque. Je vais ouvrir les capteurs pour que nous puissions vérifier ce qui se passe là-dedans et comme tout ce matériel fonctionne réellement. Nous avons notre GPU AMD. Et puis le GPU Intel se passe ici. Le GPU intégré pour le CPU est donc là. Nous avons donc le chauffeur et tout pour ça aussi. Et puis le GPU est celui de l'ARC ici. Nous avons également le dernier pilote disponible pour cela. Et faisons un petit test de la puissance du processeur. Quelle puissance allons-nous tirer? J'ai fait une courbe de ventilateur très conservatrice pour cela. Il convient donc de rester silencieux le plus longtemps possible. 200 W, 86 degrés. Les cœurs vont de 5,1 à 5,2 GHz sur tous les cœurs, les 12 cœurs, ce qui est assez insensé. Ok, nous pouvons maintenant voir comment le liquide plus froid est saturé de chaleur. Et nous sommes à 91 degrés maintenant à 185 W. Comme vous pouvez le constater, les vitesses d'horloge ont un peu baissé. Vous pouvez voir que certains d'entre eux ne sont plus 5.2. C'est 5.1, 5.2, quelque chose comme ça. Alors il se retire. Je pense que nous allons être meilleurs que M1 Ultra ici. Regarde ça, mieux que le M1 Ultra à 20 cœurs. Et nous le fumons absolument. 1659 poids. Droite. Essayons le DPB. Nous allons mettre position Boost Overdrive et voyons à quoi ça va ressembler ensuite. Donc, mettez le verre ici pour que le flux d'air soit meilleur, car pour le moment, l'admission va simplement le pousser vers l'extérieur. À l'heure actuelle, je veux que ce soit une pression d'air positive afin que tout l'air qui entre soit réellement expulsé par le haut. Cofflin ici joint, Precision Boost Overdrive est activé. Voyons ce qui se passe. Intéressant, il ne pousse toujours pas à plus de 180, 190 W. Ce que je veux savoir, c'est comment fonctionne le refroidissement du SSD ici. Ok, donc comme nous exécutons cette température Cinebench, le processeur met également beaucoup de chaleur au bloc SSD lui-même. Nous allons donc également installer Fairmark et mettre également un peu de chaleur sur le GPU. Ok, j'espère que c'est l'arc maintenant. Comme vous pouvez le voir, notre GPU y met également désormais 183 W. Je veux donc voir si la température du disque augmente plus haut qu'elle ne l'est actuellement. D'où tout l'intérêt de la température du GPU et du CPU. Ok, je suppose que je vais devoir laisser celui-ci activé pour que je puisse les comprendre. Il s'agit de chauffer le disque et je veux voir si je peux le chauffer. Ainsi, pendant que nous faisons cela, pendant que le CPU et le GPU injectent de l'énergie et de la chaleur dans le système, nous avons deux SSD branchés. Un en haut là et un là derrière. Tout d'abord, je vais prendre ce dossier ici qui fait environ un demi-téraoctet de 300 gigaoctets et je vais le coller dans les documents. Nous écrivons donc également sur le SSD. Comme vous pouvez le constater, la température du disque est désormais de 62 degrés. Nous écrivons dessus. Cela devrait donc être assez rapide. Cela devrait donc mettre un peu de chaleur sur le SSD. Pendant ce temps, je vais prendre quelques fichiers sur le bureau et je vais l'écrire sur le SSD qui se trouve à l'arrière,
ce qui signifie que nous allons lire et écrire en même temps à partir du SSD qui est là pour vraiment voir ce qui se passe en poussant autant chauffez-y. Donc 64 degrés. Ainsi, la température 2 est la NAND réelle, puis le lecteur 3 est le contrôleur. On dirait que le contrôleur va être 5. Le NAND est 63, 64. Voyons si cela va au-delà de cela. Pendant ce temps, je vais prendre Crystal Disk Mark sur le bureau et le faire également passer au test Crystal Disk Mark pour vraiment voir si nous pouvons le pousser à plus de 64 degrés. Gardez à l'esprit que notre GPU est à 81 degrés. Cela fait passer beaucoup de chaleur par là. Et notre processeur est à environ 90 degrés, poussant 200 watts là-dedans. Le GPU est chauffé au rouge à l'arrière, mais le refroidisseur semble toujours le refroidir. Oh ma parole, la plaque arrière du GPU est très chaude. On dirait qu'au-dessus de 65, on ne va pas y aller sur le NAND. Il semble que cela le refroidisse plutôt bien. Voyons maintenant si la température NAND baisse. Si nous arrêtons cela et arrêtons le test du CPU. Le GPU et le CPU se sont donc arrêtés, mais le SSD fonctionne toujours. Comme vous pouvez le constater, le SSD écrit un peu plus vite qu'avant maintenant, une fois que je l'ai arrêté et que la température baisse. Comme vous pouvez le voir, cela est lié à la température de refroidissement et le SSD ira très probablement parfaitement bien sous ce dissipateur thermique. Ce sont les petits détails qui comptent. Voici le câble USB-C du panneau avant. Et comme vous pouvez le voir, il est super joli et mince comme ça. Maintenant, quand avez-vous vu un câble qui a suscité autant d'attention? Peux-tu voir? C'est bien mince. Ce n'est pas un de ces câbles noirs sur lesquels on ne peut pas se pencher. C'est très mince. J'aime beaucoup ça. Regardez à quoi ça ressemble. Mais bon, je suis ici pour vous montrer ce que j'ai promis au début dans l'intro, à savoir Intel QuickSync sur la plateforme AMD. La plateforme AMD est donc constituée du processeur, de la carte mère, etc. Nous avons le GPU Intel, et grâce à cela, nous obtenons des choses très intéressantes. Tout d'abord, j'ai exécuté le benchmark standard du banc Puget pour Premiere Pro, juste si vous souhaitez vérifier quel serait le score. Si vous regardez le score Goplon et le score Interframe, vous pouvez voir que le score est très élevé. La seule chose qui réduit le score, ce sont les effets GPU. Les effets GPU ne sont pas très puissants ni très bons sur l'arc. Mais gardez à l'esprit que dans la manière dont ils testent les effets GPU, comme tous les Lumetri Color et tous les effets GPU, ils sont en fait assez légers sur Premiere Pro. Ils les testent comme 40 couches de Lumetri Color ou quelque chose comme ça afin de commencer à différencier quelles cartes sont les meilleures. Voici donc ma chronologie de tests Premiere Pro. Et si vous m'avez vu faire des tests sur toutes les diffusions en direct, vous connaissez probablement certains codecs. Mais il existe de nombreux codecs différents, des Goplon, des profondeurs de bits différentes, des fréquences d'images différentes, comme 60 images, 24 images, 120 images, mais surtout H264 et 5 également. Je vais laisser le gestionnaire de tâches ouvert sur ce côté droit pour que vous puissiez voir le GPU ARC. Chaque fois que la vidéo en décode 1 ou 2, ou dans ce cas, 0 et 0, et 1, vous verrez que nous utilisons les moteurs multimédia du matériel pour réellement utiliser cela et le lire. Nous avons 60 images par seconde, 4 à 2, 8 bits. Et regarde ça, nous utilisons le GPU pour traiter cela. Comme vous pouvez le voir, la vidéo y est décodée. Nous le rejouons là-bas. En haut, nous avons un petit calque de réglage contenant quelques effets. Et c'est pourquoi notre GPU est très utilisé. Regardons. Combien en utilisons-nous? Beaucoup de puissance. Attendez. Beaucoup de puissance, 192 watts rien qu'en jouant ça là-bas. Maintenant, c'est 4 à 2, 10 bits, H264. Et cela va généralement au processeur. Si je supprime l'étalonnage des couleurs, vous pouvez voir comment notre GPU diminue. Je vais également vous montrer ce que j'ai ici. Nous avons donc 3 bruits VR des couleurs Lumetri, qui sont également assez importants là-bas. Donc différentes courbes de lutte, tout est au top. Vous pouvez donc voir s'il est lu. Et nous lisons en pleine résolution. Et nous supprimons 0 image, ce qui est absolument insensé. C'est maintenant la lecture du processeur. Comme vous pouvez le voir, nous ne décodons pas là-bas, mais cela devient intéressant quand nous arrivons à ce point ici. Donc ce codec ici est ASIA 265 10 bits, 4 à 2. Si vous vous souvenez du système d'extraction de 10 000 fils que nous avons construit, même ce système a du mal à restituer cela. Il ne peut tout simplement pas le faire car ce codec est trop lourd. Il ne fonctionne pas sur votre processeur ou votre logiciel, à moins que vous ne disposiez d'un moteur multimédia matériel dédié capable de le décoder. Il n'y en a que 2 au monde qui peuvent le faire,
Intel et Apple. Intel peut le faire sur l'iGPU, si vous possédez un iGPU, mais également sur le GPU dédié. Ainsi, tous les GPU Intel Arc disposent de moteurs double média qui peuvent les lire. Et ici, nous allons voir cela en action. Je vais remettre l'étalonnage des couleurs. Et tout d'abord, je vais juste zoomer pour pouvoir zoomer afin de voir l'étalonnage des couleurs. Je vais donc zoomer pour voir la qualité des couleurs. Et puis je vais zoomer pour voir la qualité des couleurs. La seconde est, appuyez-vous sur des paramètres spéciaux ou avez-vous mis autre chose pour obtenir cela? En fait, non, pas vraiment. La seule chose que j'ai ajustée pour Premiere Pro est un petit conseil pour vous. Si vous êtes monteur vidéo, accédez aux préférences et à la mémoire. Si vous utilisez 32 Go, assurez-vous que la RAM réservée aux autres applications est aussi petite que possible, car Premiere Pro aime utiliser plus de 32 Go, que j'ai là sur la RAM Crucial Pro. En ce qui concerne les paramètres du projet et le moteur de rendu, nous utilisons simplement l'accélération GPU OpenCL et cela fonctionne. Il ne vous reste plus qu'à installer le pilote de l'Arc A770 et c'est parti. Tu ne trouves pas que c'est cool? Alors, d'où vient réellement l'air de ce ventilateur? Eh bien, en dessous, comme vous pouvez le voir, cela résonne. Il y a un petit filtre à poussière que vous pouvez changer et échanger si vous le souhaitez. Eh bien, ils ont pensé à tout, n'est-ce pas? N'hésitez pas maintenant à consulter les liens dans la description ci-dessous, car je vais également vous laisser quelques alternatives pour économiser de l'argent. Si vous n'êtes pas particulièrement satisfait de cette conception de GPU, par exemple, il existe certaines options de GPU. Et consultez les différents prix dans les différents magasins, car lorsque vous cliquez sur mes liens, vous pouvez accéder à Amazon, Newegg et ailleurs. Alors vérifiez où sont les meilleurs prix à l'heure actuelle lorsque vous regardez cette vidéo, car vous pouvez économiser encore plus. Également au moment où je fais cette vidéo, le prix du SSD entre 1 et 2 Teraoctets est de 10 $. Donc, 1 Teraoctet vaut 139, puis les 2 Teraoctets valent 149. Nous vous recommandons donc fortement de vérifier également les différentes capacités des SSD lorsque vous en achetez un, car vous pourriez obtenir un stockage supplémentaire pour seulement quelques centimes de plus. Viennent ensuite les ventilateurs PSU et AIO, et c'est ici que vous pouvez réellement économiser un peu. Maintenant, le bloc d'alimentation que j'utilise est très cher. Et pour la plupart des gens, je ne recommanderais probablement pas qu'il soit livré avec de très jolis câbles gainés, mais vous pouvez acheter des rallonges de blocs d'alimentation très similaires pour beaucoup moins cher. Vous pouvez facilement y obtenir une alimentation électrique d'un Teraoctet de 1000 watts que je vais laisser dans la description ci-dessous. Et j'y laisserai également des gaines de câbles. Si vous voulez des noirs, des torsadés ou même des blancs, je les laisse là-bas si vous souhaitez les récupérer. Ensuite, ces ventilateurs Cougar sont assez spéciaux, en fait, car ils sont un peu plus axés sur les performances, car vous avez 28 mm, vous avez 2200 TR, min et c'est un RVB. Cela rend donc les ventilateurs assez chers. Maintenant, vous pouvez réaliser des économies pour les fans si vous n'aimez pas ce look particulier ou si vous n'en achetez que des blancs ou si vous obtenez d'autres designs, mais vous allez peut-être perdre un peu de performance. Je vais donc les laisser également dans la description ci-dessous. Maintenant, je peux voir ce même AIO sur Amazon pour environ 400 $ d'occasion. Je ne pense donc pas que Team Group ait réellement poursuivi cet AIO. Mais il existe le même AIO sans le SSD, juste celui de la sirène vendu 425 $. Et pour être honnête, votre SSD n'a pas vraiment besoin de beaucoup de refroidissement. C'était juste pour créer un effet, l'essayer et créer quelque chose de différent. Mais honnêtement, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça a l'air plutôt cool là-dedans. Mais le look plutôt cool va vous coûter beaucoup d'argent. Alors peut-être ne faites pas ça. Je laisserai l'AIO non SSD dans la description ci-dessous, ainsi que quelques autres alternatives qui vont entre 100 $ et 125 $. Alors vérifiez-les là-dedans. Donc au total, ce PC va vous coûter 1762 $ au moment où je fais cette vidéo. Chaque fois que vous regardez ceci, cela pourrait être encore moins cher. Gardez à l'esprit que si vous souhaitez utiliser mon bloc d'alimentation, cela vous coûtera 140 $ supplémentaires. Cela vous prendra ensuite près de 1900 $ et 2000 $. Mais pour 1762 $, ce PC est une affaire folle car il offre tellement de performances et tellement de possibilités d'évolutivité. Désormais, si vous allez chez Apple, par exemple, vous pouvez obtenir un MacBook Air M3 15 pouces pour le même prix avec 16 Go de stockage et 512 Go de RAM. Nous en avons désormais bien plus et disposons de bien plus de possibilités d'évolutivité à l'avenir. J'aime toujours les comparaisons avec Apple parce que cela met les PC en perspective et vous montre vraiment que c'est une bonne affaire.
Et c'est tout. Si vous souhaitez me contacter, je reviendrai toujours à mes messages Minect. Cela sera donc également lié dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous. Bye bye.